Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. Nous allons tout de suite poursuivre en parlant de Elliot Erwitt, le photographe dont nous avons visité l'expo au musée Mayol cette semaine dernière. Ouais, Elliot Erwitt, alors effectivement une expo dont plusieurs amis nous avaient déjà parlé en disant faut y aller, c'est vraiment de très belles images et effectivement ça valait largement le déplacement. Alors qui est Elliot Erwitt? Il est né le 26 juillet 1928, il est né à Paris. Donc c'est un photographe, en fait il a la double nationalité franco-américaine et donc son travail le plus connu ce sont ses photos en noir et blanc. Donc Elliot Erwitt a des parents qui sont des immigrés, qui sont juifs russes. D'ailleurs son nom au départ était Erwitz, nom qui a été plus ou moins francisé. Et lui passe la majeure partie de sa jeunesse en Italie. Quand il a 10 ans, sa famille déménage en France et ses parents vivent 2 ans avant de s'installer aux États-Unis. Et en 1938, donc ils émigrent aux États-Unis, à New York, à Chicago, puis à Los Angeles en 1941. Lui, il va étudier à la Hollywood High School et il travaille donc dans une chambre noire. En 1949, il retourne en Europe et là, il va voyager et il va prendre des photographies. Il s'engage dans l'armée américaine en 1951 et il continue de prendre des photos alors qu'il est en poste dans le New Jersey, en Allemagne et en France. Et à la fin de son service, il s'installe à New York et là, il est encadré par 2 photographes, Edward Stenson et Roy Straker, qui apprécient son travail. Et en 1953, Robert Capa va l'inviter à rejoindre l'agence Magnum Photo. Donc lui, il en sera président pendant 3 mandats et il continue même d'être membre actif. Il est toujours en vie, il a aujourd'hui 95 ans. Et donc là, il va commencer sa carrière en tant que photographe indépendant. À 95 ans? Et il travaille pour des célèbres magazines tels que Look, Life, Holiday. Donc il a fait beaucoup il a pas mal de documenté des événements, que ce soit sociopolitiques dans ses photos. Voilà, on va parler un petit peu de tout son travail. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est quand même un artiste profondément humaniste en fait, qui a une œuvre assez polymorphe et qui a travaillé donc pendant 7 décennies, donc qui a été en même temps qui a travaillé sur l'intime et en fait qui a toujours cherché à saisir des moments cocasses ou émouvants, enfin qui s'installaient comme il disait et qui posaient un cadre et qui attendaient que le moment propice arrive, quoi, que la photo puisse être présente et pouvoir déclencher à ce moment-là. Donc, et il pouvait attendre des heures. Ouais, il pouvait attendre des heures. Donc après, il a aussi fait de la photographie publicitaire, mais de la photographie aussi en couleur. Mais effectivement, il séparait bien les deux. La photographie en noir et blanc, qui était plus sa photo, son expression personnelle, de la photo couleur, qui était plus un travail de commande. Donc dans cette exposition, on va voir un petit peu toutes les facettes de son talent. Donc cette œuvre qui est vraiment très éclectique et qui va être présentée par thème. Donc oui, c'est une déambulation donc, qui est par thème. Et en fait, ce qu'on va toujours retrouver, c'est quand même cet humanisme omniprésent qui va traverser tout son travail et son regard avec des fois cette pointe d'humour qu'on va énormément apprécier. Donc c'est pas une photo qui se veut avec un message fort politique, mais simplement voilà, qui nous laisse regarder nos concitoyens dans leur vie. Donc il y a plusieurs thèmes dans cette exposition. Il y a une salle qui s'appelle Between the Sex. Donc là, c'était une commande d'un magazine japonais dont la seule stipulation était de fournir des photos de couple. Donc voilà, il va s'installer et il va être fasciné par ce qu'il appelle the man-woman thing, c'est-à-dire qu'il va attendre il va trouver des couples, il va les chercher, il va les photographier et voir ce qui peut capter le regard. Voilà, alors lui se dit romantique
et il dit qu'il a accumulé en la matière une grande expérience professionnelle. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que quand tout va bien entre les sexes, rien au monde ne peut se comparer à ce sentiment spécial et merveilleux. Donc il va aller chercher des couples dans les gares, sur les plages, dans les stations de montagne, un peu partout, quoi. Ouais. Non, c'est évidemment que moi c'est une exposition qui m'a énormément touché, puisque en plus elle me ramenait 40 ou 50 ans en arrière, dans les années 70, quand je travaillais dans un magazine photo, voilà, et où on a fait la connaissance évidemment de ces personnages, des gens de Magnum comme Bresson et compagnie, sa femme aussi, et donc Hervit, et aussi une petite agence qui existait à cette époque, qui s'appelait Agence Viva, une pépinière de très très jeunes photographes qui, quand j'ai vu cette exposition, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et beaucoup d'images des jeunes photographes de cette agence Viva, comme Dick Yvon, Le Quérec et compagnie, et je me suis rendu compte de l'importance d'Elliott Erwitt dans le travail de ces jeunes gens. Ouais, c'était vraiment... Parce que quand tu parlais tout à l'heure de sa quête de photographie de couple, etc., ça a été un thème qui a été repris par les jeunes photographes de l'agence Viva, qui sont immergés dans les couples et qui ont publié des reportages sur ce thème assez intimiste. Et vraiment, voilà, quand un bébé était attendu, etc., des couples, et des couples, pas des couples de Richard, hein, ils travaillaient sur les milieux sociaux vraiment populaires. Voilà, c'est ce qui est aussi remarquable dans le travail de Elliott Erwitt, c'est que ce qu'il montre, les images qu'il montre, il montre des gens, des classes populaires, pas tout le temps, mais la majorité de son travail, c'est sur les classes populaires, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines, voilà. Il est plongé là-dedans. Et pour approcher ces classes populaires, comme le faisait d'ailleurs d'une manière encore plus tragique Diane Arbus, il faut être en plein dans le sujet. Comme ce que j'ai appris avec les gens de Viva, c'est qu'ils s'immergeaient dans la vie d'un couple. Souvent c'était des amis évidemment, parce que c'était plus facile, mais quand même ils vivaient avec ce couple et ils pouvaient capter comme ça des moments d'intimité qu'ils n'auraient jamais pu capter en faisant poser des gens, etc. Voilà, c'est vraiment un travail presque naturaliste. Voilà. Ouais. Et là, c'est pareil, il y a toute une série sur les plages. Alors lui, il dit que c'est un endroit qu'il aime beaucoup. Alors bon, déjà parce qu'on est sur la plage, qu'on est au soleil, qu'on peut regarder ce qui se passe et que ça, c'est quand même plutôt sympa. Et en fait, il joint l'utile à l'agréable quand il fait ça, effectivement. Mais alors, il dit comment s'y prend-on? En fait, il propose de travailler avec un complice, c'est-à-dire que avoir quelqu'un qu'on va faire semblant de prendre en photo qui est un petit peu plus loin, et en fait à travers son objectif de 200 mm justement on vise à côté de son complice pour pouvoir photographier les gens qui vont pouvoir passer là, donc attendre aussi que la bonne personne passe au bon endroit, voilà. Et pour lui rien n'est plus banal qu'une plage, et que on voit un peu de tout, c'est-à-dire qu'il dit qu'on voit des gens qui sont au Brésil par exemple, on voit des brésiliennes qui ont un minuscule kit de survie balnéaire mais qui ont des petits sacs à main hors de prix, que les Allemands, même quand ils sont nus, restent toujours rigides et cérémonieux, que les Américains qui bronzent, ils le font pour se faire admirer, que les mamelons sud-américains sont toujours recouverts pour ne point offenser la maternité, et que la jet set en talons hauts à Capri ou en minuscule maillot de bain à Saint-Tropez, voilà, pose selon les codes du cinéma. Donc il comprend effectivement ce qui correspond à chaque type de classe, à chaque classe sociale, quoi. Et il y a une très belle photo de plage, je crois que c'est à Brighton, enfin je crois que c'est dans le sud de l'Angleterre, où on voit vraiment cette mer qui est dessinée avec comme si elle était gravée un peu sur la plage, avec un vieux monsieur qui a les pieds dans l'eau comme ça, quoi. Oui, à Brighton aussi, je sais pas si c'est d'Elliott Erwitt, mais il y avait une photo magnifique d'une jeune Anglaise sur la promenade, et un coup de vent qui lui soulevait la robe
on voyait sa petite culotte. C'est comme la photo de Marilyn, quoi. Mais c'était pas du tout Marilyn, c'était une jeune Britannique qui était là pour le week-end, comme ça se fait beaucoup à Brighton, voilà. Non, par contre, les photos de couples allemands nudistes, c'est particulièrement pénible. Pour toi, voilà. Ouais. Et oui, il y en a une aussi, c'est pareil, c'est deux photos côte à côte, donc ce sont des gens qui sont sur des transats, et donc on les voit assis tous les deux, et après ils sont levés, et là il y a le vent qui a levé la toile des transats, ouais, comme si effectivement ils avaient été éjectés hors de leur transat. Ouais. Et lui dit, là, je pense que la chose la plus importante que l'on puisse faire en photographie, c'est bien sûr de susciter l'émotion, de faire rire ou pleurer, ou les deux à la fois, quoi. Et là il réussit pleinement. J'ai été particulièrement touché par une photo que je connais évidemment depuis les années 70. C'est sur une route départementale en France. Je pense que c'est en France, ça pourrait être n'importe où en Europe. Mais ces routes départementales avec des arbres de chaque côté, moi, ça évoque pour moi l'enfance, etc. Et là, on voit, et ça doit franchement être en France, parce que ce qui est significatif, c'est le béret du cycliste, le petit garçon qui est derrière sur le porte-bagages et une baguette ou deux baguettes de pain qui sont en travers du porte-bagages. Et là, ça peut pas être pris en Italie, ça peut pas être pris en Espagne, c'est en France. Et moi, d'ailleurs, j'ai acheté la carte postale de cette photo au musée Mayol parce que c'est vraiment, comment dirais-je, c'est presque mon enfance. C'est pas presque, c'est mon enfance, voilà. On écrit sur les murs le nom qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on désigne tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Oublier pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait. De nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Sur le monde endormi. Écrit sur les murs, une chanson donc chantée par des enfants
Et justement, Elliot Erwitt a beaucoup aussi travaillé sur le thème des enfants. Là, il y a des photos qui sont très touchantes. Il y en a une, c'est une maman qui a un jeune, vraiment pratiquement un nouveau-né, et elle est allongée sur le côté droit. Il y a le petit qui dort à côté. Elle a la poitrine découverte. Elle a dû l'allaiter juste avant, et on sent qu'elle est fatiguée, quoi, qu'elle profite de l'endormissement de son bébé pour récupérer en même temps que lui. Ça, c'est hyper touchant. Il y a la photo aussi que lui, c'est une de ses préférées. C'est ce jeune, c'est quoi, un petit Antillais qui se prend un pistolet et qui fait semblant de se tirer sur la tempe. Ouais, c'est un petit Haïtien. Ouais. Oui, un petit Haïtien. C'est bien possible que ce soit un petit Haïtien. Voilà, ça c'est, je pense. C'est une photo aussi de Diane Arbus. Ah ouais. Ouais. Elle a fait. Il se met pas le chose sur la tempe. Ah non, la photo de Diane Arbus, c'est une grenade dans ma main, le petit. Ah ouais. C'est encore plus terrifiant. Ah ouais. Et il y en a une, c'est pareil, c'est un jeune garçon qui est assis dans une voiture. Et en fait, il y a un impact sur la vitre de la voiture qui correspond pile à l'œil de l'enfant, quoi. Un impact de balle. Un impact de balle, ouais, qui a dû être fait avant, mais il a trouvé le moment où pile l'œil de l'enfant coïncidait justement avec cet impact de balle, quoi. Il y a une photo qui fait penser aux photos de Dorothy Land, je pense que c'est ces Américains qui sont sur les routes aux États-Unis lors de la crise de 29, où là c'est pareil, c'est une femme, et là on ressent la misère, quoi. Alors soit c'est une grande sœur, soit c'est une maman qui est avec ses enfants. Oui, ça fait penser à ce chose de Steinbeck, là. Oui, c'est ça, les raisins de la colère, quoi. Ouais. Et après, dans un registre plus drôle, il y a toutes ces photos avec les chiens. Il adore les chiens. Il lui-même dit qu'il adore fumer le cigare et qu'il aime les chiens. Donc, quand on voit des petits films sur lui, il est souvent sur son canapé, il y a son chien à côté et lui fume le cigare. En fait, c'est quelqu'un, d'après ce que j'ai pu voir dans les petits films, qui a un regard très drôle sur lui-même, qui a de l'autodérision aussi, parce que même là, il y a des photos où il s'est mis une perruque, où il se met un doigt dans le nez, enfin, une moustache. Voilà, une moustache. Donc ça, c'est quand même, oui. Et quand on a de l'autodérision, je trouve que c'est quand même, c'est la clé. Un signe suprême de l'intelligence. Voilà. Et donc ces photos de chiens sont quand même très drôles quand il photographie les jambes et que on voit à un moment il y a trois paires de jambes, mais non, en fait il y a deux pattes d'un chien qui doit être immense parce que les pattes sont aussi longues que les jambes qu'on voit à côté, et après il y a des petites pattes toutes fines, il y a un petit d'un petit chien. Oui, ça c'est assez rigolo. Ou alors quand il y a un spectacle, il y a des gens qui regardent, et là il y a un grand caniche blanc qui est dans la même position, caniche royal. la même position que les hommes. Ou alors quand c'est deux personnes qui sont, non, c'est une personne qui est assise sur les marches d'un perron, qui à côté a un bulldog, et lui en fait il y a un autre bulldog sur ses genoux, mais en fait du coup son visage est masqué. C'est donc, vrai, c'est... Ou alors quand il y a quelqu'un qui se prend avec un chien, il a dû trouver pile le moment où le chien faisait un saut, parce que le chien est à la hauteur pratiquement de la laisse, quoi. Et il y a effectivement, là, c'est quand même moi qui n'étais pas forcément attendrie par tous les chiens. Là, j'ai quand même trouvé ces photos assez extraordinaires, quoi. Et donc les enfants, les chiens, il y a aussi toute une salle sur l'abstraction. Et là, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est que ça joue sur la géométrie et sur la géométrie, sur les formes, en fait, comme un immeuble assez moderne qui a des balcons un petit peu incurvés, et derrière, à côté, c'est pareil, il y a une structure qui reprend un peu géométriquement la façade de l'immeuble, ou quand je crois qu'il est devant le mont Fuji au Japon, et il trouve l'axe où il a une pancarte, un panneau devant lui avec une flèche verticale qui est dans le même axe que la pointe du mont Fuji, ou quand il y a une bretelle d'autoroute avec une flèche pour se rabattre sur la droite, et qu'en fait il arrive à prendre la photo au moment où il y a une personne qui est dans l'axe de la flèche, quoi. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé. Aussi, il y en a une, je sais pas si c'est dans l'abstraction, mais il y a des toilettes, et il y a les toilettes pour femmes, donc il y a une porte avec les toilettes pour femmes, et la partie des toilettes pour hommes, c'est une porte vitrée qui donne sur le jardin. Voilà, donc c'est quand même assez génial de regarder ça comme ça. Et après, donc, il y a tout son travail en couleur. Donc, lui raconte bien, effectivement, dit bien que il ne met pas de couleur dans son travail personnel, que pour lui, la couleur, ça reste du domaine
professionnels, donc ils préfèrent le noir et blanc, et donc la couleur sera un travail pour la télé, un travail de commande. Et d'ailleurs, pour lui, son travail de commande peut être retouché, puisque c'est des photos pour les journaux et pour la publicité, donc il n'a pas de scrupule à les recadrer et à les modifier. Ce qu'il ne fait pas, je crois, sur son travail en noir et blanc. Alors dans ses photos couleurs, effectivement, il y a Nixon, il y a le Che, il y a Kennedy. Il y a un portrait magnifique, sublime de Marilyn Monroe. Tout à fait. Mais c'est pas en couleur, c'est en noir et blanc. Ouais, et il a pris Marilyn, effectivement, elle est absolument magnifique. Oui, il y a une photo de l'équipe des Désaxés aussi, de l'équipe de tourne, enfin quand ils tournaient le film les Désaxés. Donc voilà, c'est important de faire cette différence dans son travail entre le noir et blanc et la couleur, quoi. Tout à fait. Voilà, là on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à voir. Maintenant, le mieux c'est quand même d'aller voir ces images, quoi. De courir pour elle. Et alors je vous recommande en plus, ils éditent un t-shirt dessiné par la môme Margerin, un collector, comme dit le conservateur du musée Mayol, qui en a acheté pour 85 €. Et moi, j'en ai acheté un. Voilà, un t-shirt noir avec un chien qui est attendrissant, quoi. Un pitbull. Ouais, mais qui est tout mignon. Voilà. Donc ça, c'est au musée Mayol et ça se termine bientôt. Donc, faut y aller, quoi. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant? Je dois m'en aller en Italie, en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie, en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant? Je viens de lire que dans les nouvelles, il y a des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, il protégera mon bonheur. Je n'ai pas besoin de souris blanches, ni même d'un perroquet savant. Quant au poisson rouge, même un dimanche, il aurait l'air bête en les promenant. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien c'est d'accord, je le prends. Alors c'était Le chien dans la vitrine, interprété par Lynn Renaud. Toute jeunette, belle comme tout. Alors maintenant les expos, on est toujours un petit peu avec les mêmes expos. Donc pour ceux qui ont le courage d'aller à Gravelines, Nicolas Eichmann, c'est vraiment à faire. Ça ne nécessite pas de courage. Non, c'est vrai. Non, c'est quand même pas. Tu vas pas au front. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est sympa. un plaisir. Voilà. Le surréalisme au féminin au musée de Montmartre jusqu'au 10 septembre. Suzanne Valadon à Pompidou-Metz jusqu'au 11 septembre. Donc tout ça, ça se termine bientôt. Ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du monde arabe, c'est jusqu'au mois de novembre, je crois. Jusqu'au 17 septembre, Jacobus Vrel à la Fondation Custodia, à découvrir aussi ce néerlandais qui est un précurseur de Vermeer, avec toute une énigme autour de son nom et de sa personnalité. Au musée Marmottan, Graver la lumière jusqu'au 17 septembre, et donc Elliott Erwitt à Mayol jusqu'au 24 septembre.
Il y aura des prochaines expositions, mais ça sera plutôt à partir de la mi-septembre, comme Nicolas de Staël, qui va être exposé au musée d'art moderne. Un musée que j'adore. Alors, dans le culturel de la semaine, nous sommes allés voir Alam, un film, Alam, ça veut dire le drapeau, un film de Firas Khoury. Tu veux en parler? Oui, enfin, on peut en parler tous les deux. Hein. Évidemment, ça se passe en Palestine, pas à Gaza, hein, pas dans les milieux vraiment populaires. Ça se passe quand même dans un milieu social, disons, de classe moyenne ou classe moyenne supérieure, avec des jeunes gens un peu désœuvrés, qui ne sont pas tellement motivés par ce qui se passe dans leur pays, par l'occupation israélienne, sauf un qui porte quand même, qui semble assez passionné par cette histoire, et qui entraîne peu à peu les autres dans la dissidence, si on peut dire, ou dans la résistance, voilà, si vous voulez, en enlevant un drapeau israélien peut le remplacer par un drapeau palestinien sur un bâtiment officiel. C'est une école. Oui, c'est leur école. En fait, c'est une école arabe, mais qui a effectivement quand même un drapeau israélien. Et donc, effectivement, ces jeunes gens ne sont pas des militants, ne sont pas engagés. Et le héros de ce film, d'ailleurs, c'est le réalisateur qui s'est un petit peu mis dans ce rôle. C'est un grand jeune homme. Et ce qui va l'entraîner aussi, c'est la rencontre avec Maïssa, qui est une jeune arabe qui arrive dans leur établissement, qui, elle, est beaucoup plus engagée. Et donc, ils vont quand même petit à petit se lancer dans cette histoire de changer le drapeau. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, justement, c'est pas un film militant, c'est pas un film politique, mais n'empêche que l'histoire de la Palestine est racontée aussi par cet autre jeune homme qui, lui, intervient dans un cours d'histoire, qui, finalement, on s'aperçoit que même dans un établissement arabe, l'histoire reste quand même modifiée, comme si c'était à la sauce israélienne, même par rapport à la Nakba. Et finalement, par touche délicate, je trouve que ça raconte énormément de choses, justement. Oui. C'est d'ailleurs assez déroutant pour nous, qui sommes assez quand même passionnés par cette histoire tragique, de voir un professeur d'une école arabe, en quelque sorte, être un auxiliaire de l'occupant. Voilà. Les parents aussi sont des cadras ou des quinquas qui sont vraiment dans le rang, si on veut dire, faut pas faire de vagues, faut pas, etc. Donc, ce jeune héros, un papa qui semble adorable, mais il s'agit pas le papa veut pas que son fils s'engage dans quoi que ce soit, qui puisse l'inquiéter. Et le point d'orgue de cet opus, de ce film, c'est une manifestation. Et là, vraiment, là, vous arrivez dans le cœur de la fusion, si on peut dire ça comme ça, où on voit la répression israélienne. C'est la police, c'est pas l'armée. Et là, là, les larmes coulent à flot. Ouais. Non, mais vraiment, ce film est vraiment, je pense, une grande réussite, justement, parce qu'il est du coup accessible à un large public. Ouais. Et donc, c'est quand même un film politique, mais qui n'en a pas les grosses armatures, quoi. Ouais. Et puis, il y a une belle histoire d'amour en même temps, entre cette jeune arabe, plus ou moins engagée, et ce jeune homme qui ne l'est pas du tout. Et il y a une pudeur, il y a quelque chose qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, enfin, pas à notre connaissance en tout cas, une espèce de pudeur, une espèce d'approche de ces deux jeunes gens qui, en fin de compte, vont avec beaucoup d'hésitation échanger un baiser, mais bon, c'est pas quand même, voilà, on saute pas tout de suite dans un lit pour faire des galipettes. Et moi, ça m'a beaucoup touché, probablement parce que je suis un vieux con, mais voilà, comme un regret de ce temps où, quand on draguait, moi j'ai jamais dragué, mais enfin, quand on approchait une fille, ça se faisait avec du temps. Ouais. Non, c'est vraiment, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ce film, c'est vraiment une réussite. Et moi, je suis allée voir Anatomie d'une chute, donc le film qui a eu la Palme d'Or, le film de Justine Triet. C'est excellent aussi. Ça dure 2h30, je ne me suis pas ennuyée une seconde, donc c'est
pour moi un critère aussi de film qui fonctionne très bien. Et là, on va décortiquer. En fait, bon, c'est un mari qui chute, donc qui est retrouvé mort par son fils malvoyant. Et tout le film va être de savoir comment est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est sa femme qui l'a poussé, est-ce qu'il s'est suicidé. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est justement comment une vie, c'est l'histoire, enfin c'est l'anatomie d'une chute, mais pour moi c'est l'anatomie aussi d'un couple qui a vécu plusieurs années avec les faillites de l'un, les revendications de l'autre, cet enfant qui est malvoyant, l'accident qui a fait qu'il était malvoyant, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait de voir que d'un coup on peut être confronté dans une salle d'audience, que sa vie peut être décortiquée par des gens qui en fait n'ont pas les tenants ni les aboutissants, qui s'accrochent simplement à un enregistrement audio, à un mail, et tout ça hors contexte. Et à ce niveau-là, c'est vraiment une réussite, avec un rôle d'avocat général, qui en plus est un homme, donc on enquête quand même sur la mort d'un homme, donc ça pose aussi problème, parce que il y a forcément, il peut pas complètement se détacher, je pense, du rôle du masculin à ce moment-là, quoi. Et donc c'est vraiment un très très bon film, voilà. Et j'ai lu, je suis en train de terminer. Non mais où est le programme? Je suis en train de terminer Cher connard de Virginie Despentes. En fait, ma fille aînée l'a lu, elle m'a dit si maman, c'est bien, tu peux le lire. Et donc Cher connard, donc Virginie Despentes est connue pour avoir écrit King Kong Theory, Baise-moi quand elle a 24 ans, elle a écrit Baise-moi, elle en a fait un film, et elle a écrit King Kong Theory, et donc c'est quelqu'un qui a un parcours assez dur, qui a mené une vie difficile, qui s'est prostituée, qui a été internée, qui a été violée, et qui écrit donc qui a des propos sur le féminisme. Et donc Cher connard, en fait, ça va être une suite de lettres, où c'est la première lettre justement, elle répond à un gars qui l'a interpellé sur internet, donc ça commence par Cher connard, et au fil des pages, en fait, c'est du temps, c'est savoir écrire des lettres, chose qu'on ne fait plus forcément maintenant de cette manière-là, même si là ça va être des échanges par mail, ce sont des vraies lettres. Et petit à petit, les deux, ils sont trois, ils vont s'apprivoiser petit à petit sur ce qui s'est passé, sur ce gars qui est accusé d'avoir fait du harcèlement sexuel. Et en fait, il y a plein de thèmes qui vont être évoqués. Ça va être le confinement, ça va être MeToo. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, la façon dont ces rapports vont évoluer au fil des lettres. Ça parle beaucoup d'addiction aussi, d'addiction soit à la drogue, soit à l'alcool. Enfin, non, c'est assez vaste. Et les gens on est touchés justement par tous ces intervenants-là. C'est une réincarnation de Jean Genet. Jean Genet au féminin. Voilà, non, c'est bien. Cher connard, je vous conseille aussi. Et tout de suite, c'est la fin sur la dessous-pente. Le moment de saluer nos amanches. Claude et André de la Nation. Claude et William, nos poteaux de Brest. 30 degrés sur Brest en ce moment. Ouais, je vous ai dit que c'était la Côte d'Azur à Brest. Sur Brest en tout cas. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre, le coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, la pote à ma camarade Pelcatio. Corinne, Frédéric et Popeye qui vont bientôt exposer à l'atelier du côté de... Ouais, du côté de la rue Saint-Antoine, mais c'est fin octobre, on aura le temps de vous en reparler d'ici là. Il faudra y aller. Faut y aller, ouais. Juliette Plante, une graveuse émérite en relégation Rochefort-sur-Mer. Salut Juju, on t'aime, on pense très fort à toi et on adore ton travail, que tu partages parfois avec des élèves dans ton atelier pour leur apprendre à manier les outils de la gravure, et en même temps à triturer leur imagination. Clément Schwartz, sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la gravure, de la taille d'épargne en tout cas. Agnès Dubart aussi, qui est une graveuse émérite en relégation en Bretagne Sud. Elle a pérégriné de Lille, où on a connu son petit atelier et on a aperçu son œuvre, en passant par l'Ariège et maintenant par Bretagne Sud. Bon courage Agnès. Elle en Bretagne, il faut quand même être courageux. Thierry Morciot. Les Bretons ne sont pas ma tasse de thé, avec leur leader charismatique Bolloré. Là. Bref, passons. Il n'y a pas de Bolloré. Hein. Oh, mais enfin bon, il est issu de là. Thierry Morciot, un
graveur bruxellois, magnifique. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, je pense, en tout cas, magnifique aussi, qui va les concours, les machins, avec Raoul Vidula, un pote, qui lui aussi collectionne les premières places. Marie-Christine Béguet, une graveuse sévenole, dans un petit bled pourri, la Cévennes. Non, Marie, j'exagère, hein, c'est un très joli petit village. Comment il s'appelle ce village? Saint-Hippolyte-du-Fort. Saint-Hippolyte-du-Fort. Ça fait vraiment bouseux, hein, Saint-Hippolyte-du-Fort. Enfin bon, on a la bouse qu'on peut. Hein. Colette, Jacqueline, deux veuves d'artistes, de grands artistes, Odon et Raymond Imbert, décédé très jeune, pour Raymond, 54 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et elles font, enfin en tout cas maintenant, Colette continue à faire la promo de son défunt artiste. Liliane et Laurence, il n'en reste plus qu'une, c'est Liliane, des écrivaines qui signent Claude Isner, des polars dont ça se passe à Paris, quoi, voilà. À lire, hein, franchement, c'est du bon boulot, hein, très très bon boulot. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Et puis après, qu'est-ce qui suit là? Ah, Marie-Christine et Christophe, deux militantes chez Militants qui militent. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance, oui, ma Cécile, on la sent, et on t'aime. La Rousse flamboyante qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio Omni, une pour les enfants, une pour leurs parents. Et croyez-moi, c'est du solide, hein, c'est une ancienne enseignante qui sait de quoi cause. Anne-Isabelle Roubaille, une artiste de Boron-Marlotte, dont nous avons aperçu une partie de l'œuvre chez Florence Quenu, sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte, à Boron-Marlotte, et puis on est allé aussi dans son atelier, hein, attention, c'est quelque chose, hein, son petit domaine, là, avec une grande porte, comme il y avait dans les entrées de ferme de Dans le Temps. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste fabuleuse qu'on a beaucoup aimée, dont on chérit le souvenir puisqu'elle a disparu, ainsi que sa maman, Thérèse Franco. C'est deux nanas qui ont un petit peu fait bouger le milieu artistique parisien. Marie-Pierre, une collectionneuse qui va se tirer à Clermont-Ferrand. Merde alors. Marie Dognaud, une galériste émérite qui s'occupe dans sa galerie Kaléidoscope sur la rive droite de la Seine, après être allée. Non, sur la rive gauche de la Seine, après. Elle s'est installée sur la rive droite, sur la rive gauche. Ouais. Antoine Manoury des Champignons, un trio de musicos qui du ménage. Anna Sinoraska, moi j'arrive à le dire tout seul. Nancy Noraska, bah oui, c'est ça. Une peintre polonaise qu'on a sous le capot, croyez-moi, c'est pas de la rigolade. Et mon pote Jacques, du chemin, Loulet, un artiste peintre toulonnais, dont on adore le travail, et tous ceux qui n'y sont pas, du monde minus du monde. Voilà. Alors, où en suis-je, en étais-je? Eh ben, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, excusez-moi. Manu de Gravelines et Lionel et Sophia de Metz. Alors Gravelines, c'est là que c'est dans l'ancien arsenal qu'il y a, on a vu une exposition d'un grand graveur. Ouais, Nicolas Ekman. Voilà. Et Lionel et Sophia, qui sont à Metz, dans ce musée de la ville de Metz, pas cette bouse de Pompidou, non mais l'autre, le vrai musée, le musée de la ville de Metz, hein, qui est un musée super, comme on aime les musées, quoi. Chaud, hein, un musée où on se sent bien. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et on finit avec notre pote Mélismel, faut vivre. Salut. Salut. Malgré l'écran cieux tu néances, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré
malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous crise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.